Bonjour, Joseph Gada, il est le directeur de publication du journal Économie et Développement. Joseph, bonsoir. Ah, bonsoir, et ça fait vraiment un plaisir. Voilà. Ça fait très longtemps et surtout passé dans vos studios. Voilà. Et je suis là aujourd'hui pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'écouter l'actualité. Ok. Et aussi, bon, puisque nous sommes À l'orée de la nouvelle année, voilà. quelques heures de nos Noël, pour Voilà. l'occasion, souhaiter joyeuses fêtes Voilà. également, surtout à tous les enfants du Togo et du monde entier. Voilà. Également sur ce plateau, nous avons un habitué, Ambroise Ponjo, qui est le directeur de publication du journal The Guardian. Ambroise, bonsoir. Oui, Daniel, bonjour. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision d'État Santé. Moi aussi, je profite pour dire bonjour aux enfants, surtout, et leur souhaite une très joyeuse fête de Noël. Et pourquoi pas de la Saint-Sylvestre et du premier, puisqu'on n'a pas le temps de se revoir. Ouais, effectivement. Et que les choses aillent pour le mieux pour l'année et dans laquelle nous allons rentrer bientôt. Voilà. Voilà, avec vous, nous allons parler de l'actualité sociopolitique du Togo. Et comme vous le savez, depuis plusieurs mois déjà, la tension a atteint son paroxysme au Togo. Nous assistons à une crise sans précédent et nous allons nous intéresser tout précisément à l'interview accordée par le chef de l'État à Jeune Afrique économique, une interview qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, particulièrement au sein de la presse nationale. Joseph, vous avez eu à parcourir cette interview où le chef de l'État, par exemple, on va commencer avec cette phrase qui a retenu mon attention, que c'était une tentative de prise de pouvoir par la rue, mais cela a échoué. Est-ce que vous partagez cela? Non, bon, peut-être ça a échoué. Pour le moment, on ne peut pas dire que ça a échoué parce que la rue continue toujours pas à gronder. Donc, on ne sait pas ce que demain serait fait. Mais ce que moi, j'aurais dit, j'avais parcouru l'interview et j'avais constaté que nous avons un président qui est conscient de ce qui se passe dans le pays. Et un président qui sait que sa population demande quelque chose. Peut-être qu'il n'arrive pas jusqu'à présent à faire ou bien à les satisfaire comme cela se doit. J'ai constaté que aussi j'ai un président qui est confiant et qui n'est pas ébranlé par tout ce qui se passe, mais qui compte plus peut-être sur son dynamisme, sur son leadership pour pouvoir faire sortir son pays de ses marasmes, pour faire sortir de la pauvreté. Voilà. J'avais constaté aussi que quand j'ai parcouru son interview, politiquement, on a l'impression que Fogna Sigbe, peut-être parce qu'il ne parle pas, on a l'impression qu'il ne réagit pas ou bien qu'il ne maîtrise pas l'aspect politique. Mais j'avais constaté que c'est quelqu'un qui maîtrise plus aussi la politique. Dans quel sens? La politique, quand il disait quelque part dans son interview, que son pays aujourd'hui est sur le champ international est bien vu, mais que c'est dommage que des politiciens voudraient passer au-delà de la Constitution pour le renverser. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Oui, mais je pense que là c'est là où je lui donnais peut-être que c'est un président quelque part, bon, on ne l'a jamais entendu politiquement, peut-être que sur le plan social, dans ses interventions, vous saurez que bon, il reconnaît qu'il y a la pauvreté, l'économie fait ceci, mais politiquement, on ne l'a jamais entendu parler. Voilà. Donc moi, j'ai senti que c'est un président qui connaît aujourd'hui les réalités, parce que beaucoup parlent, beaucoup disent que non, que le président ne connaît pas la réalité, ce sont souvent ses conseillers qui lui disent beaucoup de choses, mais quelque part, il avait dit non, qu'il a de ses agents d'information, de renseignement qui l'informent de bout en bout sur tout ce qui se passe dans le pays. Voilà. Juste pour dire tout simplement que moi, j'étais émerveillé en lisant juste pour dire, et moi l'idée, il disait, ça là, ce n'est pas la finalité du dialogue, peut-être qui va se débouter, bon, qui va aboutir, peut-être, ou bien qui va s'ouvrir dans les jours à venir. Voilà. Ambroise Ponjo, même lecture de la situation? Pas tout à fait. Vous savez, d'abord, je prends la forme de l'intervention de Fogna Sigbe à Jeune Afrique. Pourquoi il a choisi Jeune Afrique? Il appartient à son service de communication de nous en éclairer. C'était pas un support adapté à ce moment? Le même journal l'avait déjà invectivé. Voilà. Ça n'a pas duré. Et je ne m'étonne pas, d'autant plus que ce journal-là aussi, ou ce magazine, on sait comment... Une sulfureuse réputation. On sait comment il fonctionne à travers des intérêts. Mais ce que je sais, dans le fond, c'est que Fogna Sigbe, en tant que président du Togo, de la République,
a encore raté une occasion. Faure Gnassingbé, depuis le début de cette crise, le 19 août, si je me rappelle, n'a pas daigné parler à son peuple. Le peuple supposé l'avoir élu à un moment donné. D'abord, il a choisi de s'adresser à ses militants à Tchévier. Par la suite, il s'est rendu dans un camp militaire. Voilà. J'ai fait économie de tout ce qu'il a eu à dire. Et par après, il descend sur un terrain où la répression a été féroce, a été très aveugle. Et je ne m'étonne pas qu'il soit au courant de tout ça. Parce que, heureusement que mon confrère l'a dit. Et il a si bien dit qu'il est au courant de tout ce qui s'est passé, comment on a martyrisé les gens à Sokodé et à Bafilo, à Mango. Les gens sont retrouvés dans les montagnes. Dans les rues de Sokodé, vous ne verrez que des femmes, mais des femmes qui sont pratiquement, qui ont une peur au ventre avant de sillonner ou avant de déambuler les rues de Sokodé, une ville que je connais très bien. Maintenant, dans le fond de ce qu'il a eu à déclarer à Jeune Afrique concernant cette prise de pouvoir par la rue, je me dis que c'est une mauvaise lecture de la situation. De la part du chef de l'État? Oui, c'est vrai que il peut y avoir des services de renseignement qui nous renseignent au quotidien sur des velléités djihadistes ou salafistes, tel que lui-même il a dit dans son interview. Mais je crois aussi que cela peut dénoter aussi d'un plan. Hein. Vous savez, dans un régime de dictature, si on veut renforcer son pouvoir de façon militaire, on peut inventer des choses. On le sait. C'est l'impression que vous avez en lisant, par exemple. Oui, parce que et je crois qu'il fait là un rôle de mauvais communicateur. Il ne faut pas cacher les mots. Moi, c'est un monsieur que j'adule des fois sur certains terrains, mais là, encore, il m'a déçu. Le chef de l'État qui est en principe, qui est censé être au-dessus de tout, doit se garder de dire certaines choses. Étant au-dessus de la mêlée, voilà. Il doit avoir une façon de jouer à la diplomatie dans ses propos. S'adressant à son peuple, il pouvait être direct. Mais il ne faut pas choquer le peuple. Il ne faut pas choquer ce qui peut encore aggraver une situation qui est déjà pourrie. Choqué particulièrement dans ses propos? Tout, il y a plus. Quand je prends la séquence djihadisme et salafiste, voilà. Mais il attire la foudre vers le Togo. Faure Gnassingbé est en train d'attirer une foudre. Voilà. Mais quand déjà on est en train d'étiqueter un parti politique comme étant qui peut s'apparenter à s'aligner à une fibre djihadiste ou salafiste, ça en dit beaucoup de choses. Voilà. Alors que le Togo n'a jamais encore connu de ces cas de... Je ne sais pas ce qu'on veut, on en a sur cette piste-là. Alors que celui à qui on est censé adresser ce discours, le monsieur est un pacifiste, il est non violent, c'est vrai qu'il est d'un courant religieux, voilà, mais on va la religion au Togo, surtout la religion musulmane, voilà, a toujours prôné le pacifisme. C'est une religion non violente et pacifique. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi on veut aller sur ce terrain-là. Voilà. Soit on a des idées dans la tête, il n'est pas le seul à les déclarer. Il y a certains ministres qui ont déclaré ces choses-là, voilà, sur les médias. Voilà. Donc je me dis, pour terminer, je me dis que ce discours-là n'apaise pas la situation, encore moins ne règle pas la situation. Voilà. Faure Gnassingbé a plutôt intérêt à ouvrir un dialogue vu par un observateur pour sortir le Togo de la crise. On reviendra un peu sur cet aspect. Hein. Le président, par exemple, qui traite un parti qui réclame, par exemple, son droit légitime de parti salafiste, est-ce que c'est de nature à apaiser quand même les crispations, la tension dans le pays? Non, je pense que le président Ambroise vient de le dire, il est comme le papa. Tu sais, quand le papa parle, le papa ne va pas parler en avalant ses mots. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles se passent sur le terrain. Mais il doit parler sans frustrer tous les enfants. Parce que tout ce que Faure Gnassingbé a dit la fois dernière, bon, c'est pas, personnellement, il ne sait pas s'il a frustré les gens. Mais beaucoup se sont indignés. Il a provoqué des gens. Je pense qu'on l'attendait même sur... Il a même choqué des gens. Sur ce point. Voilà. Que le président même des fois arrive à dire que bon, voilà
ce qui se passe dans mon pays. Il aurait pu dire ça au peuple, non? Il aurait pu dire ça au peuple. Oui, je pense qu'il y a plusieurs manières de s'adresser, de faire sa communication vers son peuple. Mais est-ce que c'est tout le peuple qui sait lire? Est-ce que c'est tout le peuple qui sait lire, par exemple? Tout le peuple a le droit d'acheter, a ce pouvoir d'achat mais il ne faut pas oublier aussi que tout le peuple aussi n'a pas assez moyen de regarder la télévision quand le père parle. Nous avons la radio parce qu'elle est retransmise à la radio nationale. Mais il ne faut pas oublier aussi que tout le monde aussi ne comprend pas aussi le français dans les milieux reculés aussi. C'est pour cela que moi, j'ai dit, j'apprécie. Si jusqu'à présent, le chef de l'État ne sortait pas peut-être de son terroir, je disais peut-être qu'il est toujours coincé dans son palais. Mais aujourd'hui, le chef d'État a choisi l'aspect communication proche de la population. C'est-à-dire aller vers la population, s'entendre avec la population, expliquer ce qui se passe avec la population. Quand est-ce qu'il a fait? C'est au début de la crise ou bien? Je dis vaut mieux tard que jamais. Il y a un problème. Il y a un problème qui est là. Le président choisit d'aller vers la population. Et c'est la meilleure des manières selon vous? Et moi je pense que c'est la meilleure des manières. La meilleure des manières, c'est d'aller vers quelqu'un et expliquer, parler avec la personne, entendre ce que la personne veut te dire. C'est ça. Oui, mais ceux qui sont fissés ne sortent pas par le président au chef de l'État. Non, mais je pense que quand le chef d'État va quelque part, je pense qu'on ne va pas aller faire sortir tout le monde. D'ailleurs, d'habitude, on a eu l'habitude de sortir tout le monde. Ça, c'est l'habitude. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le chef d'État aussi a ses partisans. Et ce n'est pas tout le monde qui l'aime aussi. D'ailleurs, nous l'avons vu avec le vote en 2015. Il y a certains qui sont abstenus, il y a certains qui... Mais la majorité. Oui, mais n'oubliez pas aussi que le parti du chef de l'État a plus de voix à l'intérieur du pays. Oui, et c'est pour ça que on voit les sorties du président à l'intérieur du pays, on voit ce que ça donne comparativement à plusieurs années. Mais ce que vous n'oubliez pas, c'est qu'aujourd'hui, à part ces sorties, il y a les militants, ou pour ne pas dire les partis du pouvoir, et c'est comment les représentants de ce parti, aujourd'hui, qui sont dans la masse de Lomé jusqu'à Dapaon, qui font des porte-à-porte, qui expliquent aux concitoyens ce qui se passe réellement dans ce pays. Donc, juste pour dire tout simplement qu'il y a cette communication, peut-être que nous ne voyons pas parce que le chef de l'État ne sort pas, ne parle pas à la télévision. Mais je pense que moi, personnellement, que la meilleure communication qu'on fait dans ce monde, c'est aller avec son peuple, échanger avec le peuple, et que le peuple aussi, en retour, puisse vous dire ce que, par exemple, le chef d'État, chaque année, il fait son discours. Souvent que le chef d'État fait son discours, il s'arrête là, c'est fini. Mais je pense qu'aujourd'hui, le chef d'État peut dire, par exemple, quand le chef d'État était allé à Dapaon, la fois passée, j'ai eu la chance d'aller à Dapaon, mais les gens étaient dit ils ont dit les vérités, toutes les vérités au chef de l'État. Le chef d'État était allé à Sokone, mais les gens ont eu le courage de lui dire la vérité, ce qui s'est passé réellement. Peut-être qu'on lui rapporte des choses qu'ils ne maîtrisent pas simplement. Mais je pense que les gens ont eu le courage de lui dire. Il était attaqué la fois dernière. Les gens ont dit toutes les vérités. Je pense qu'en notant tout ça là, peut-être que... S'ils vont agir, c'est pas peut-être... c'est toujours la même chose. Non, le chef de l'État dit... Il est plus informé, il a dit. Il est plus informé que ce qui se passe. Mais pourquoi depuis il n'y a pas eu de réaction? Être informé et agir, parce qu'il y a peut-être des fois, il y a une grande différence. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, le chef dit... D'ailleurs, pourquoi est-ce que le chef d'État se déplace là-bas? Parce qu'à un certain moment, peut-être qu'au-delà des rapports, il constate que non, attention, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain qui ne maîtrisent pas. Voilà. Alors, donc, je pense qu'être sur le terrain, c'est la meilleure communication qu'on peut faire. C'est ce que voilà, rapidement, Ambroise, réaction par rapport à ces propos? Oui, je ne pense pas que... vous allez remarquer que Faure Gnassingbé sur le terrain est en train de se faire une petite santé. Parce qu'actuellement, son image est totalement écornée. Et quand on me dit que Faure Gnassingbé a des voix dans le Nord actuellement, là, je m'inscris en faux. Parce que ce que... Moi aussi, j'ai eu la chance de sillonner le Nord, au moins dans cette période de crise. J'ai eu à sillonner un peu quelques parties du Nord. Et j'ai remarqué que c'est un point de vue personnel. Si éventuellement on faisait des élections dans cette période, dans un mois ou dans une semaine, je ne crois pas que Faure Gnassingbé puisse avoir même 10%. Ça, c'est personnel. De par ce qui s'est produit, surtout dans certaines zones, Sokone, Bafilo, Mango, même à Dapaon. Parce que quand vous allez là-bas, il y a des gens même qui vous diront qu'on ne veut même pas sentir. Vous allez voir les chefs traditionnels de la zone. Jusqu'à présent, ils ont une remontrance contre tous ceux qui sont des affidés du pouvoir, tous ceux qui viennent du pouvoir. Ce qui a été commis là-bas fraude pratiquement des crimes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer. Donc moi je dis qu'on ne peut pas, par exemple dans la gestion des manifestations, dans la gestion des humains, alors qu'on a les forces de l'ordre, amener des militaires, des bérets rouges,
Ça, c'est une parenthèse. Là, ils vont répondre peut-être au niveau de la Commission des Nations Unies des droits de l'homme. Mais est-il dit que tout ce que les gens produisent aujourd'hui les rattrape demain? Maintenant, sa manière de visiter les localités. Mais Faure Gnassingbé est venu en 2005. Ça fait 12 ans, plus de 12 ans qu'il est là au pouvoir. Je ne crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas un programme qui, comment vous l'appelez, construit des hôpitaux, inaugure des centres de santé, des forages, des trucs d'électricité depuis qu'il est arrivé? C'est en cette période sensible et critique que le monsieur a choisi pour aller se faire une bain de foule? Non. Disons-nous que, moi je sais une chose, c'est que le monsieur ne va pas se présenter en 2020. Il ne va pas oser le faire. Pourquoi? C'est une analyse personnelle. Voilà, d'ailleurs, je le dis que cette prophétie-là a su son cours. Parce que quand, dans un pays, il y a une crise aussi immense et grave, et que des gens font fi de l'ignorer, ils foncent droit dans le mur. Et ils sont sur la ligne de Pharaon. Parce que Pharaon, en s'entêtant face à Moïse, on va sur un terrain religieux, là. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qui conduit le monde? C'est Dieu qui conduit le monde. Ouais. Personne ne peut avancer sans Dieu. Pour vous dire que Pharaon qui défie Moïse, mais qui en même temps, à travers Moïse, défie Dieu, il en a eu pour son compte. Oui, mais quand vous voyez, laisse-moi terminer, quand vous voyez la situation pourrir, et que vous savez très bien que vous êtes le moteur du pourrissement de la situation, vous ne voulez pas lâcher prise. Est-ce que la situation pourrit selon le président? Elle ne pourrit pas. Donc, Daniel, tu ne vois pas que la situation pourrit? Totalement pourrit? À l'entendre, rien, tout va bien. Le ministre des Finances, à l'Assemblée, l'a clairement dit. Voilà. Les marches, là, vous savez ce que ça crée? Et l'opposition, certainement, a bien choisi sa stratégie de maintenir les marches. Mais si la chose vous gêne... Oui, mais quand le président dit, par exemple, que c'était une tentative de prise de pouvoir, de coup d'État, non, ça a échoué. Donc, ça veut dire que tout est rentré dans l'autre. Non, est-ce que les gens... Quelqu'un a pris des armes parmi les manifestants? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris des armes pour se diriger vers la présidence? Non. Mais les manifestations sont autorisées par la Constitution. Et non seulement autorisées, mais c'est le droit des citoyens de manifester. Ces propos ne sont pas fondés? Pardon? Ces propos ne sont pas fondés? Non, je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous dire ça. Ça dit que les Togolais, si les Togolais ne prennent pas leur destin en main, ils n'en auront pour longtemps à vivre ce monsieur. Ça dit Faure Gnassingbé. Vous savez pourquoi je dis ça? Voilà. Quand vous lisez vous lisez... Non, mais c'est pas peut-être qu'on appelle... Quand vous lisez Faure Gnassingbé dans ces interviews, vous comprenez que le gars ne veut partir ni aujourd'hui ni demain. Oui, mais vous savez, le Togo ne peut pas... La Constitution... Le Togo ne peut pas, à lui seul... Le Togo n'est pas dans une bulle. Hein. Nous vivons dans un concert des Nations, voilà. Dans le Conseil des Nations. Voilà. Et le Togo est le seul pays... C'est le seul pays qui est étiqueté politiquement. Voilà. C'est-à-dire en termes de démocratie et d'alternance. Voilà. Il n'y en a pas eu ailleurs. Joseph, donc si aujourd'hui, je vais terminer. Ouais, rapidement. Mais tu ne le dis pas, mais à chaque fois, laisse-moi aussi terminer mes analyses. Il a parlé longtemps, tu as posé plusieurs questions, laisse-moi terminer. Si aujourd'hui, nous sommes devant cette situation et qu'au même moment, nous, c'est-à-dire eux qui gouvernent, ils veulent une sortie de crise, mais pourquoi ne pas donner la chance au dialogue conduit par un homme extérieur? On en reviendra. C'est ça le problème qui se pose. Cet aspect nous intéresse également au cours de ce débat. Rapidement, réaction, le président fonce droit vers le mur. Non, je ne pense pas. Parce que vous avez, quand vous lisez l'interview de Faure Gnassingbé, quelque part, il a dit d'abord qu'il est ému, il est triste. Par rapport à tout ce qui se passe. Et il a dit quelque part... Est-ce qu'il a exprimé? Non, il a dit... Ce sont des déclarations intentionnelles. Ce sont des déclarations intentionnelles. Vous savez, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Mais il faut des actes. Non, le peuple a besoin des actes. Les actes, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé se déplace avec la population pour quand même échanger avec la population. Non, c'est suffisant. Non, c'est suffisant. Le reste, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, n'oubliez pas que Faure Gnassingbé a un mandat, c'est le mandat social. Voilà. Le mandat social, c'est que... Qui n'a jamais rempli. Non, il le fait. Non, le mandat ne soit pas rempli. Tu le sens dans ton assiette là-bas? Je dis, quand le mandat ne soit pas social aussi, c'est vrai qu'à un certain moment, on avait constaté qu'il y a quelque chose qui bouge dans le pays. Vous savez, quand Faure Gnassingbé disait... Il n'y a pas de scanner à l'hôpital. Ici, on en vient, Brosse. À l'hôpital de Togo, il n'y a pas de scanner. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut avoir le courage de le dire, que dans le secteur de la santé... Il y a plusieurs secteurs, ceux qui sont paralysés. Moi, je vais prendre le secteur de la santé pour dire que, bon, il y a un peu des arguments. Parce que tout ce qu'on voit, quand on va au CH, au Olympique, on voit que, bon, ça ne marche pas. Mais n'oubliez pas aussi que... c'est pas une mauvaise foi, par exemple. Non, il est objectif. Non. Ayons le courage de dire que ça ne marche pas. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise volonté de changer les choses? Parce que, par exemple, on va en Sierra Leone pour donner beaucoup de millions là-bas, alors qu'on a besoin d'un scanner qui nous coûte quelques millions. Il y a
pays, non, tu sais, quand le CH ne marche pas, il y a plusieurs secteurs. On ne va pas aller aussi dans l'enseignement pour dire que ça ne marche pas là-bas. Mais quand le CH ne marche pas, ayons le courage de dire que non, des fois que le personnel aussi en est pour quelque chose. Pourquoi? Mais comment travailler dans des mauvaises conditions? Il faut être dans des conditions optimales pour travailler. Daniel, vous ne pouvez pas, par exemple, je viens ici, demain on achète les matériels et on voit que bon, demain l'autre là, on vient, on cherche le matériel, on ne le trouve pas. Le lendemain, c'est l'autre là qui disparaît. Et ayons le courage de lui dire qu'ils sont également responsables. Il y a certains personnels véreux qui sont là-bas. Je ne pas du personnel. Est-ce que le personnel est au-dessus de l'État? Oui. Le personnel est au-dessus de l'État? C'est ça aussi. Le personnel n'est pas au-dessus de l'État. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'État ne doit pas commencer par renvoyer les gens comme ça. Là, ça pose un problème de gestion. Non, un instant. Surtout que quand on parle. L'État doit prendre ses responsabilités dans ce cas. Surtout que c'est un domaine aussi stratégique. Quand on parle de la santé, la santé, ce n'est pas les journalistes. Par exemple, on vient, on renvoie certaines personnes, demain, on le prend encore. C'est un domaine stratégique. Et ceux qui sont là-bas sont des gens qui sont chers quand même au pays. Donc, si aujourd'hui, ces gens ne prennent pas conscience que ce qu'ils doivent faire en leur propre âme et conscience pour pouvoir faire évoluer le pays, c'est pour détruire le pays. Par exemple, un docteur, par exemple, qui peut venir, par exemple, il a son cabinet à la maison, mais qui peut venir quand même faire les analyses et repartir à la maison, il ne paye pas tout ça. Mais à qui la faute si l'État n'a pas mis toutes ces conditions, par exemple, pour réguler les choses? Non, c'est pour cela que, par exemple, le gouvernement, par exemple, a choisi la phase de la contractualisation. Et nous avons vu aujourd'hui le résultat, par exemple, à Atakpamé et à Brita, que ça a marché. Oui, mais on n'a pas de scalaire. On n'a pas de scalaire, par exemple, dans le plus grand hôpital de l'Ouest. Je regrette que dans cet hôpital, on n'a pas de scanner. Je regrette. Même la radiologie, ça ne marche pas. Voilà. Et n'oubliez pas que des gens aussi véreux à qui on a remis de l'argent pour aller acheter le matériel, ils n'ont pas fait. Alors, mais, non, je l'ai. Non. Ils sont-ils au-dessus de l'État? Non, je dis. Je sais. Nous avons le scandale de la route également. Non, je reconnais qu'il y a une impunité. Il y a une impunité qui est là. Qui ne dit pas son nom. Voilà. Je regrette. Mais je dis qu'aujourd'hui, mais Fonia Sibé est peut-être conscient de ça, a accepté qu'aujourd'hui, on parle de la contractualisation. Voilà. Et je dis qu'à Atakpamé, ça a marché parce qu'aujourd'hui, Atakpamé, qui ne faisait même pas 400 millions par mois, aujourd'hui, elle est jusqu'à 500 millions. Et de la contractualisation, aujourd'hui, il y a de nouveaux matériaux qui ont été achetés. On a réhabilité deux centres de santé. Okay. Et n'oubliez pas que la phase de la contractualisation se fera peut-être d'ici janvier aussi à Lomé pour que les choses soient. Parce qu'aujourd'hui, si il faut avoir reconnu qu'il y a une mauvaise gestion au niveau du CHU Tokoin. Alors, je parle de ça, c'est une somme dans le domaine de la santé. Alors, même quand on rentre dans le domaine de la gestion de nos sociétés d'État, il faut aussi avoir le courage de le dire. Qu'à un certain moment, on a l'impression qu'il y a trop de gabegie. On a laissé trop de mains libres aux gens. Alors, Fonia Sibé a mis en place la haute autorité de régulation et de lutte contre la corruption. Ça aussi, c'est bien. Maintenant, la question de savoir, il faut donner aussi tous les moyens aussi à cette institution pour que les gens qui sont là-bas puissent travailler en âme et conscience. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que au moins la corruption, tout ça puisse diminuer. Mais n'oubliez pas que ce sont les hommes qui vont travailler, ce ne sont pas les institutions elles-mêmes qui vont travailler. Voilà. C'est vrai qu'on a besoin d'institutions fortes, mais on a besoin aussi des hommes forts pour faire des institutions fortes aussi. Donc, parce que Fonia Sibé, ce qu'on peut demander à Fonia Sibé, aujourd'hui, moi, je dis personnellement, Joseph, c'est peut-être que d'ici quelques mois, on peut revoir aussi le gouvernement, on peut changer le gouvernement, on peut faire un remaniement ministériel. Et ça, c'est la solution. Oui, parce que des gens qui sont là aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a des gens qui ont atteint leurs limites. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Voilà, Ambroise, rapidement, réaction. Oui, moi, je pense qu'il a dit, qui nomme les gens dans ces hôpitaux, qui prend les décrets, c'est Fonia Sibé, non? Donc, il assume ensemble avec ceux-là qui sont en train de mal gérer les trucs. C'est lui qui, en fait, qui les nomme. Et si ça est ainsi, il va ouvrir des hôpitaux, inaugurer des hôpitaux ailleurs. C'est bon. Ça, c'est bon. Mais l'hôpital central, qui gère plus de 1 500 000 personnes dans une ville cosmopolite, et comme la capitale Lomé, en pleine démographie, je crois que c'est la première des choses à faire. Il peut au moins imiter des gens à l'extérieur comme Ouattara, que je ne porte pas forcément dans mon cœur. Lui, au moins, il a créé plusieurs centres avec des équipements de dernière génération. Les gens sont conscients. Là-bas, les gens sont conscients. Les gens savent que les gens donc, ça veut dire qu'ici... Là-bas, les gens ne volent pas. Les gens volent. Vous ne pouvez pas mettre l'argent dans des trucs où les gens volent. Mais l'État est souverain. Oui, c'est pourquoi il dit que... C'est moi qui ai la parole. La santé, c'est un domaine stratégique. On renvoie les gens comme ça. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a même pas de bonne foi. Et il y a une
mauvaise conception de la chose, de gérer à bien. J'ai l'impression qu'on a en face des médiocres. Des gens qui aiment plutôt les médiocres. Parce que si jamais quelqu'un devait devenir excellent, ça va soulever l'écart de certains dirigeants. Donc, pour pouvoir cacher ça, on préfère les médiocres. Allez, continuer comme ça. Et il pille à volonté. Ce n'est pas moi qui le dis. Lui-même, il a dit. Il a même donné un exemple parlant de la surfacturation. Et depuis ce jour-là, le monsieur ne se prête jamais à des discours comme ça. C'est des discours réglés, bien, les mots sont... Et même, je sais que ces conseillers en communication s'énerveraient en l'écoutant sur certains terrains déclarer certaines choses. Parce que j'ai l'impression que lui-même, des fois, il a un problème de choix des mots. Parce que quand on est président, on ne choisit pas au hasard les mots. Les mots sont choisis parce que nous sommes en diplomatie. Il a dit, quand vous voulez vous adresser à... Il faut voir la cible à laquelle on veut s'adresser. Et quel mot envoyer à cette cible-là? Il a un électorat, si je suis conscient. Depuis que la crise a commencé, il ne s'est jamais adressé à un électorat. Faure Gnassingbé a dit qu'il a été élu. Mais pourquoi il ne s'adresse pas à ceux qu'il lui dit qu'ils l'ont élu? Mais il s'est adressé à eux lors du congrès. Non, d'abord, il choisit un journal qui est étranger, un journal qui est... Une nébuleuse, on peut te dire. Non. Faure Gnassingbé pouvait s'adresser, par exemple, même à travers une interview, même s'il trie les journaux, comme ils ont l'habitude de le faire, et nous, on ne nous aime pas, mais nous sommes là pour leur dire la vérité. Si ils veulent ceux-là qui les adulent, ils n'ont qu'à aller avec eux. Mais je sais quand même qu'il y a un chef d'État américain qui a dit, si vous voulez un bon gouvernement, choisissez des journaux qui vous critiquent. Vous ne voulez pas, donc vous allez foncer dans le mur et vous allez tomber dans le trou. C'est là où ils sont en train d'aller. Moi, je vais encore leur dire, je serai très scintillant en leur disant, nous, on est prêts à nous sacrifier pour ça. Non, voilà, c'est pour leur dire que nous, ce que nous faisons, nous, on leur fait du bien, ils ne savent pas. Nous, on va vous dire la vérité. Moi, Faure Gnassingbé, c'est un grand frère à moi. Devant lui, à la présidence, je lui dirai ça. Monsieur, ce n'est pas bon. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je peux le faire ça. Non. Non, c'est vrai. Ce n'est pas pour le... Je comprends. Attends. Moi, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le dialogue. Hein. Attends, voilà, ça dit que... Rapidement. Quand il s'agit... Avant d'aller à ce dialogue, il faudrait que les gens soient prédisposés à dialoguer. Effectivement. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi poser la question. Voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dialogue. Nous avons vu, nous avons écouté également, nous avons lu l'interview du chef de l'État. Est-ce qu'on a l'impression vraiment que ce dialogue sera franc et sincère après avoir lu cette interview? Non, déjà, Faure Gnassingbé essaie de prendre la main. Quand le monsieur déclare, c'est-à-dire qu'adulte complètement les milices qui étaient sorties dans les 4x4 et en train de balayer la main des médiateurs guinéens et ghanéens. Voilà. Il demande aux Togolais de travailler ensemble. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est un paradoxe. Vous n'allez pas vouloir sortir d'une crise et en même temps jouer au faux fuyant. Il joue au faux fuyant. Voilà. Il y a la Guinée d'Alpha Condé et le Ghana qui sont rentrés dans cette histoire. Il y a eu des délégations qui ont été envoyées ici, des travaux préliminaires ont été faits pour pouvoir amorcer un dialogue franc, cette fois-ci sincère, parce que le Togo n'a jamais connu de dialogue sincère. La preuve, toutes les recommandations sorties de ce dialogue ont été rangées au tiroir. Et le pouvoir reprend toujours la main en fonçant toujours droit dans ses bottes, mais dans le mur. Ça, il ignore. C'est pour vous dire en réalité que tout ce cinéma-là qu'ils sont en train de faire, de vouloir organiser à eux seuls, à eux-mêmes un dialogue. Moi, je serai à la place comment vous l'appelez, de la coalition des 14. Mon pied ne sortira même pas de ma chambre pour aller même au devanture de ma maison pour arriver là-bas. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça va arriver comme ça. Parce que quand vous ne voulez pas être sérieux, on ne vous prendra jamais au sérieux. Quand le ministre Bahara déclare, par exemple, il déclare que nous sommes ouverts au dialogue. Mais le Togolais n'est pas un con. Hein. Vous allez voir les Tchadiens, les Nigériens viennent ici pour étudier. Vous savez pourquoi? Parce que les élites de ces pays-là ont été formés ici. Voilà. Donc ça veut dire que ceux-là qui forment, c'est des gens qui sont d'un niveau intellectuel très élevé. Et ils ont une connaissance de la vie courante. Vous n'allez pas nous prendre les bluffer tous les jours. Voilà, ils ne vont pas accepter ça. Joseph, on vous écoute à présent. Donc ils ont choisi de foncer dans la crise. Je dis que ce serait très dommage et suicidaire pour ce pays que... on ne puisse pas être ensemble. Que l'opposition et le pouvoir n'aient pas ensemble dialoguer. D'abord, ce serait de l'insulte à tous ceux qui nous ont conseillés, à la communauté internationale et à nous-mêmes qui sommes le peuple togolais, qui décidons ou bien qui voulons que les gens aillent dialoguer. Dans quelles conditions? Je dis déjà le 6, depuis le 6 novembre, je pense que j'ai le point de dire que le gouvernement est en train de faire des actions
Le 6 novembre, le gouvernement l'a dit. Des actions unilatérales. Est-ce que le gouvernement... Aujourd'hui, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement ne fait pas d'action unilatérale, ils sont partie prenante à la crise. Non, le gouvernement... Et alors, si on n'a pas... Si entre nous, les Togolais, on ne peut pas avoir le minimum quand même de confiance pour qu'on puisse aller dialoguer. On dit non, que l'autre est mauvais. Est-ce que c'est la première expérience? Non, le gouvernement... On en a connu assez. Ils ne se font plus confiance à cause de beaucoup... Pourquoi ils ne se font pas confiance? Il y a beaucoup de crises. Non, il y a beaucoup de choses. Personne n'a tenu ses engagements. Il y a les non-dits. Mais quand on parle de celui qui ne tient pas... Quand nous signons un accord, mais l'accomplissement ou bien la mise en œuvre de l'accord dépend de nous deux. Voilà. De nous deux, ce n'est pas d'une seule partie. Alors, pour revenir, pour dire, depuis le 6 novembre, le gouvernement a dit d'accord, que bon, ok, nous allons ouvrir un dialogue. Voilà. Et non seulement ouvrir, mais il y a des actions que le gouvernement, de paix aussi que le gouvernement doit poser avec la libération des détenus. Pas plus qu'il y a quelques jours, il y a eu la libération d'un responsable d'un mouvement citoyen Noubouké. Alors, on ne peut pas me dire tout simplement qu'un gouvernement qui veille l'apaisement, un gouvernement qui ferme, ou bien qui a enfermé, des manifestants de l'opposition qui sont relâchés, on ne peut pas me dire que... Ils n'ont pas tous été relâchés. Non, la justice doit faire son travail. Voilà. Et ceux qui sont... Au nom de la justice. On ne peut pas demander... Que nous ayons une justice noire ou bleue, on ne sait même pas quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est la justice togolaise. Voilà. On ne peut que faire confiance. Non, je ne tire pas sur la justice. Ah oui, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est la justice seule qui peut dire d'accord. Il faut d'abord déterminer ce que les gens ont fait. Oui, mais il y a eu un procès. Il y a eu un procès. Et il y a des gens qui ont été acquittés. Ou bien, il y a des gens qui ont été acquittés. Il faut acquitter les autres aussi. Ceux qui sont reconnus, peut-être, bon, c'est pas, ils sont reconnus coupables. Bon, ils sont les acquittés comme ça. Coupables de quoi? Ils ont pris des armes. Mais aujourd'hui, on a libéré. Elle nous pourrait dire qu'on a libéré c'était. Bon, alors, on n'en disconvient pas. Si par exemple, supposons que nous prenons les marches, à chaque marche, il y a toujours des revendications. Et on dit libérer, faites ceci, le gouvernement libère. Donc, vous avez l'impression que le gouvernement a cédé à satisfaire à toutes les revendications. Mais tu sais, aujourd'hui, à part le retour à la Constitution 92, quand nous voyons les revendications, je ne veux pas dire que c'est 100%, mais au moins la moitié, 50%, le gouvernement arrive à satisfaire. Quand on dit libérer... un instant. Les revendications n'ont pas encore été satisfaites. Non, mais les revendications portées au début. Non, je dis le retour à la Constitution 92. Un instant. À chaque marche, il y a toujours des revendications. On dit, bon, que nous marchons, à part la Constitution 92, libérer telle personne, faites ceci, libérer les détenus, libérer le responsable de PNP, faites ceci. Ça a été fait, ça n'a pas été fait. Ça a été fait. Oui, mais le gouvernement n'aurait pas pu faire l'économie. Non, j'ai dit ça n'a pas été fait. Ça a été fait. Voilà. Ça veut dire que quelque part, au moins le gouvernement. Le parti en face ne reconnaît pas ses efforts. Dans la rue, on dit quoi? Que la plus belle fille ne peut que dans ce qu'elle a. Aujourd'hui, j'ai dit que le gouvernement ne veut pas aller aussi libérer tous les prisonniers détenus politiques parce qu'il faut les libérer. Même dans des grandes puissances, on ne libère pas comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, je dis, le gouvernement a fait un pas. Aujourd'hui, par exemple, quand le gouvernement appelle l'opposition, dit, venez juste pour une consultation. Une consultation pour qu'on puisse dire d'accord. Est-ce que c'est le gouvernement? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas le faire? Je dis, elle est partie prenante à cette crise. Et on a des médiateurs. Mais qu'est-ce que vous dites partie prenante? Le gouvernement, il est protagoniste de la crise. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Non, en fait, le gouvernement n'est pas facilitateur. Celui qui appelle la fois dernière à la consultation n'est pas facilitateur. Voilà. C'est-à-dire qu'on appelle entre nous. Disons, ok, il y a un problème entre nous. C'est vrai qu'il y a les sérieux qui mettent sa main dedans pour voir ce qui va se passer. Personne n'a confiance. Ils n'ont pas confiance en ce gouvernement. Tu sais ce qui nous dit. D'abord, tu sais que c'est une crise de confiance. Dans ce pays, c'est cette histoire de confiance. Quand est-ce que nous aurons confiance entre nous les Togolais pour s'asseoir et discuter? Parce que si à tout moment on dit confiance. Je vais essayer de répondre à ça. Vous allez répondre. Qui a confiance en l'opposition? Qui a confiance à l'opposition? Je suis mal placé pour répondre. Dis-moi, entre les 14, même entre les 14 de la coalition, mais il y a des problèmes. Tu vois, qu'entre les 14, ils se font confiance. Mais ils n'ont pas étalé leur divergence. Non, laisse-les. Ils savent qu'ils ne peuvent pas les étaler parce que c'est sur le suicidaire. Rapidement. Juste pour dire tout simplement que jusqu'au moment où les Togolais, nous-mêmes, nous ne devons pas sentir que s'il y a un problème, la solution doit provenir de nous-mêmes. Et que ce sont les autres qui vont venir régler le problème. On devrait trouver une situation. Et ça ne nous avantage pas. Ça tue la population. Effectivement. Tu allais parler de l'économie. 20 milliards en 2 mois qui sont volatilisés comme ça parce que
Parce que les sociétés d'opposition... C'est le choix du gouvernement. Non, c'est pas le choix. C'est le choix de l'opposition qui a voulu aussi est-ce que marcher. C'est le choix de l'opposition qui a aussi voulu marcher. On y va, Ambroise, voilà. Vous savez... Comment on peut imaginer... Joseph, tu arrives à m'arrêter. Joseph, je vous en prie. Pour une fête de fin d'année, les gens acceptent de marcher. Je vous en prie. Vous faites de mal à la population. On y va, Ambroise, on y va. Oui. D'abord, je ne suis pas étonné que mon ami et frère Joseph déballe ce qu'il connaît sur le gouvernement. Oui, il fait si bien même ça de nous intéresse pas, le défendre. mais Ambroise, allez-y quand même. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, c'est la mauvaise foi qui a toujours cours dans ce pays par rapport à la gestion faite par les choses du côté du gouvernement. Je donne juste 2 exemples. L'accord politique global qui a été signé au temps du président déchu, Blaise Compaoré, cet accord qui a été pris à un moment donné comme une Bible. Vous avez entendu les ministres de ce gouvernement dit quel caduc avait dit qu'il avait... C'est pour vous dire que nous ne voulons plus de ça. Quand il y avait la crise en 2005, il y avait eu des morts, plus de 500 morts, plus de 1000 morts selon certains. Les gens avaient fait des concessions que nous allons rester, nous allons changer des choses parce qu'on peut s'inquiéter que ça retourne sur nos proches. Je me rappelle, Obasanjo avait débarqué son avion en ce moment, tout ça là. Mais j'étais entendu, les gens, et même déjà en 2004, il y avait comment vous l'appelez, il y avait ce compromis entre l'Union européenne qui n'a jamais été respecté. 2006, ils ont signé un accord. Nous allons faire ça, nous allons partir. Ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. Ils n'ont pas respecté l'esprit des recommandations qui ont été signées entre tous les acteurs. Aujourd'hui, ils vont vous dire que est-ce que les acteurs qui sont là, ils sont toujours là? Qui les a évincés? C'est toujours les mêmes personnes. C'est des gens qui fonctionnent pour leur propre intérêt seulement. Il ne faut pas se cacher la vérité. C'est-à-dire, moi, je ne me plains pas. Je peux me dire que nous sommes dans un pays, même ceux-là qui financent, c'est toujours dans le même camp. Donc, ce qui fait que certains ont peur même de prendre des positions. Mais si on ne prend pas des positions pour leur dire la vérité, qui va faire changer ce pays? Qui va faire évoluer les choses normalement? Vous voyez que le pays n'évolue pas? C'est parce qu'il y a des gens autour d'eux qui ne leur disent pas la vérité. Oui, mais quand par exemple, il dit que le gouvernement n'est pas le seul responsable des selon moi, des crises là, mais il y a l'opposition. L'opposition ne dirige pas le pays. L'opposition n'a jamais eu la chance de diriger le pays depuis. Est-ce que l'opposition a respecté également ses engagements avec... Quel engagement? Quand on prenait par exemple... Aller de faire marcher? L'opposition ne peut pas demander aux autorités d'aller marcher. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle par exemple des accords qui ont été signés. Est-ce que l'opposition... Qui doit mettre en œuvre les accords? Qui gouverne? Qui a les maillons de la mise en œuvre des accords? C'est ceux qui sont au pouvoir. Je donne juste un exemple. Quand il y avait cette constitution de 92, et qu'en ce temps-là, il y avait un Premier ministre qui fonctionnait pratiquement avec tous ses pouvoirs. Mais le Premier ministre devait avoir un pouvoir de nomination, même à la fonction militaire. Vous avez remarqué qu'il y a des marques a repris tout. À sa guise, il nomme les ambassadeurs, les officiers supérieurs de l'armée, ce qui était un rôle aussi dévolu au Premier ministre. L'ordonnance qu'on devait prendre, les ordonnances, les lois organiques qui devaient baliser cela, ils ont tout fait pour mettre ça dans le tiroir. Et en ce moment, un régime qui était pratiquement un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire qui fonctionnait avait été transformé en régime pur et dur présidentiel. C'est ce régime dans lequel nous sommes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ce qui veut dire que la réalité, c'est que quand le pouvoir se trouve dans la main d'une seule personne, tous les 3 pouvoirs se retrouvent dans la main d'une seule personne, vous allez voir comment la gouvernance se trouve. Voilà. Même les crises judiciaires, il y a vous allez entendre certains journaux écrits qu'il y a des intrusions dans les affaires judiciaires. Le pouvoir qui, au lieu d'écouter le Parlement, manipule le Parlement. La preuve, un gouvernement qui envoie un projet de loi à l'Assemblée qui a été renvoyé par sa propre majorité. C'est incongru, c'est sa sorte d'entendement. Voilà. Donc c'est pour dire que le Togo est un cas. Le Togo est un cas, Robert Dessau l'a dit, c'est un cas atypique. Et le Togo demeure le seul pays de la sous-région à être dans une bulle. C'est-à-dire que le président est dans sa tour d'ivoire. Il est dans une tour d'ivoire, il ne voit rien. Non. Et c'est pour vous dire, c'est pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, si on doit sortir de cette crise, il appartient au ministre Bahara, à tous ces ministres qui entourent Nyasingbe, de lui dire la vérité. Je sais qu'il y a certains parmi ces ministres-là qui leur dit la vérité, mais ils ne veulent pas entendre. Voilà. Nous avons nos enfants. Eux aussi, ils ont les leurs. Nos enfants ont besoin de vivre. Vous allez voir comment le pays fonctionne. Les gens fonctionnent à la médiocrité. Les gens fonctionnent de telle enseigne que
Au lieu de parler Togo, les gens parlent d'abord personnel. C'est comme ça on nous a formés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais quand certains s'efforcent à quitter ce champ magnétique-là, on les traite de tous les oiseaux, des noms d'oiseaux. Voilà. Mais je dis aujourd'hui que Faure Gnassingbé n'a qu'à se résigner et choisir une porte de sortie pour le Togo. Voilà, une porte de sortie. En ne le faisant pas, Voilà. Il s'induit en erreur et il va créer des problèmes à lui et à ses proches. Voilà. Porte de sortie. Je ne l'invente pas. Tous ces présidents qui sont comportés comme ça, vous allez voir comment ils ont quitté par la petite fenêtre. Voilà, la porte de sortie pour cette crise. Donc il a intérêt plutôt à jouer la bonne foi, au bon jeu, pour que le Togo sorte de la crise. C'est l'histoire de l'opposition quelque part. L'opposition ne dirige pas le pays. Et à chaque fois, on ne peut pas dire que l'opposition. Oui, il en a fait 7 minutes. Non, vous n'avez pas la montre pour chronométrer tout ce qui s'est dit. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de la crise. C'est-à-dire comment sortir de cette crise. On nous parle de médiation, on nous parle de gouvernement d'union nationale. Et depuis un certain temps, nous lisons un peu sur les réseaux sociaux la nomination, l'éventuelle nomination de l'ancien ministre de l'administration territoriale au poste de Premier ministre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il y a quelqu'un qui cela suscite déjà un petit commentaire. Je fais fi de toutes ces informations sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la seule porte de sortie, c'est le dialogue. Le dialogue, voilà. Il n'y a pas d'autre moyen. Comme il l'avait dit. Aujourd'hui, regardez même, je donne le cas de la Syrie aujourd'hui. Quand Bachar al-Assad aujourd'hui sort de son palais pour aller rencontrer Vladimir Poutine. Pour qu'il y ait des pourparlers, c'est parce qu'à un certain moment, la crise aussi a duré trop en Syrie. Au Togo, nous n'avons que 4 mois. 4 mois, et nous avons vu ce qui s'est passé. Je dis, aujourd'hui, la seule porte, c'est qu'à un certain moment, que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour reconnaître que... Le dialogue est la seule solution à ce moment. Le dialogue. Vous croyez que c'est la... Pas de gouvernement de transition. Non, je n'ai pas. Comment est-ce qu'on peut avoir un gouvernement de transition si les gens ne s'asseyent pas pour dire bon, voilà, tel poste nous allons prendre, si on ne s'assied pas? Comment est-ce qu'on fait le retour à la Constitution 92 si on ne s'assied pas pour s'asseoir, dire d'accord, entre nous Togolais, c'est vrai, ça a trop duré. Voilà ce que nous avons fait. Mais il faut un regard étranger. Parce que on se connaît ici. On va prendre des papiers ici, on va ranger au tiroir. Joseph, on se connaît. Je dis, pourquoi est-ce que... Joseph, une question. On les connaît, on se connaît, c'est comme ça. Une question. Nous avons fait 25. Ils vont encore faire du tiroir finant, ils vont ranger ça au tiroir. Pourquoi est-ce que les 25 dialogues parce qu'ils sont là, ils mangent, ils vont manger, continuent pas à manger. Une question, Joseph. Pourquoi les acteurs, les différents protagonistes de la crise togolaise se sont tournés vers une médiation étrangère? Si ce n'était pas indispensable. Non, mais dis-moi, tout à l'heure, je te donnais l'exemple de la Syrie. Mais pourquoi est-ce que les Syriens ne se sont pas retrouvés? La Syrie n'est pas le Togo. Je dis, non, la Syrie aussi est un pays qui est en crise. Pourquoi ils ne se sont pas retrouvés entre eux et gérer? C'est parce qu'à un certain moment, c'est que nous ne pouvez plus parler. C'est ça le pourquoi ils refusent? Pourquoi eux, ils refusent la médiation ghanéenne et guinéenne? Qui a refusé Quand vous écoutez certains ministres, vous allez sentir que eux-mêmes, ils veulent s'approprier le dialogue. Non. Ils ne sont pas initiateurs du dialogue. J'en viens à Ambroise. Quand le président dit peut-être qu'il faudrait qu'il s'asseye entre Togolais pour résoudre ce On problème. se connaît, ils ne vont rien faire. Il faut un regard étranger. Je dis, tu sais, il veut qu'on les mette au pas. Moi, je ne suis pas contre, par exemple, qu'un médiateur vienne. Parce qu'à un certain moment, on sait que ça a beaucoup duré. On a fait 25 dialogues qui ont échoué. Voilà les raisons pourquoi on veut encore. Si ça a échoué, c'est pas parce que je a échoué. C'est pourquoi je dis, quand on met un accord, quand il y a accord. Tout ça là commence même pas à nous énerver. Non. Parce que nous sommes dans un pays où les gens ne respectent pas le peuple. Ce n'est pas normal. Qui ne respecte pas le peuple. Vous dites que vous avez été élu. Maintenant, ce peuple-là attend que vous le parlez, vous ne le parlez pas. On dit quelqu'un veut faire un dialogue. Vous prenez en charge d'organiser le dialogue alors que vous êtes parti à la crise. C'est pas normal. Dis-moi aujourd'hui, est-ce que c'est... On leur fait du bien en leur disant la vérité. Est-ce que le gouvernement a une fois dit quelque part qu'il veut organiser le dialogue? Mais ils ont commencé, ils ont consulté l'UFC. On parle d'une consultation. Ça aboutit à quoi? Non, le gouvernement a dit... Le Ghana fait quoi? Le Ghana consulte. Eux aussi consultent. Je pense qu'on nous suit à la maison, s'il vous plaît, il faudrait qu'on se... Mais le Ghana consulte. On nous dit qu'eux aussi consultent. Pour faire quoi? Ils sont partis à la crise. Ils ne peuvent pas consulter. On va parler à tour de rôle pour qu'on puisse se... Ils l'ont fait déjà, ça n'a pas marché 25 fois. Non, je vous en prie. 25 fois, ça n'a pas marché. Il veut faire quoi encore? Je dis, ce qui s'est passé à Fodé, on parle de consultation. On dit... C'est pas encore le dialogue. Les gens souffrent dans ce pays. Ambroise, s'il vous plaît. Non, nous sommes au débat. Non, je suis désolé, nous sommes au débat. Les gens souffrent. Sortez le Togo de la crise. C'est tout ce qu'on a demandé. Comment on va sortir le pays de la crise si on ne dialogue pas? Appelez ceux-là qui peuvent un regard étranger. Eux-mêmes, les gens n'ont pas confiance en eux. Ceux-là ne sont pas des génies.
Ceux-là ne sont pas des anges pour venir changer ce que nous avons ici. Non. Joseph, Ce que moi, c'est moi qui conduis les échanges Oui, ici. d'accord. C'est moi qui conduis les échanges. Demain, ils vont faire, ils vont manger au Ambroise, vous tiroir. n'avez plus la Attendez, parole. c'est pas- Ambroise, vous n'avez plus la parole. Le gouvernement a dit qu'il va organiser jusqu'à une consultation. La consultation, c'est quoi? C'est que il y a des gens, déjà là, au niveau de la coalition dit, il y a des préalables. Nous n'allons pas discuter avec autre parti, si ce n'est qu'avec le gouvernement. Et sur la table, nous ne saurons qu'ils ont mis fixé le nombre que 7. Mais le gouvernement dit attention. Mais quand on parle de la constitution, c'est la Bible du pays. Mais nous ne devons pas quand même s'asseoir pour parler de la constitution du pays. Parce que, dans ce pays, il y a aussi les gens qui sont au Parlement, qui ont été choisis par le peuple, mais qui ne font pas partie de la coalition. Voilà. Mais ils doivent parler au nom du peuple parce qu'ils ont le mandat. Ils n'ont pas montré. N'ont-ils pas montré les limites? N'ont-ils pas montré les limites? Nous sommes des taux. C'est-à-dire quand nous disons qu'il faut montrer les limites là, ça ne va pas aller. On ne va pas aller. Mais parce qu'à un certain moment, ils ont eu la possibilité. Tu sais, nous maintenant, ils ont eu la possibilité. Ils ont eu la possibilité de prendre les. On peut faire. Je dis si le Togo doit faire 1000 dialogues, pour qu'entre temps nous on peut trouver la paix. Pourquoi ne pas aller? Voilà. Et puis ce qu'on dit, c'est que la consultation n'est pas le dialogue. On va avancer dans les échanges. Et puis le Premier ministre n'est pas aussi facilitateur. Voilà. Et puis le Premier ministre dit quoi? Que nous allons tenir peut-être une feuille de route. La feuille de route, c'est de voir quoi? Par exemple, qu'est-ce que les partis extra-parlementaires pensent du dialogue? Effectivement. Qu'est-ce que la société civile, par exemple, pas du dialogue? Qu'est-ce que nous, par exemple, les médias, nous passons de ce dialogue? Il faudrait qu'on ait l'avis de tout le monde. On va avancer, s'il vous plaît. On va avancer dans les échanges, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord. On va parler à présent de ce scandale également au niveau de la Fédération togolaise de football. Nous avons parlé de beaucoup de millions qui ont été détournés. Rapidement, un commentaire sur cette situation. Non, parce que, Ambroise, on va commencer par vous rapidement avec ce commentaire. Non, il y a des voleurs au sein de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, de la participation. À chaque participation, il faut savoir qu'il y a des voleurs qui prennent de l'argent. Quand le Togolais s'évertue à contribuer, à participer de manière active à ce que le Togo lève sa tête, malgré son immense crise qu'il traverse, à chaque fois que le Togo, qui a des compétences en matière de joueurs, qui voudraient participer à une compétition internationale, il y a des gens qui sont derrière, ils attendent seulement qu'on jette la manne, et ils soutirent la manne. C'est ce qui s'est encore passé. Voilà, le ministre est actuellement en cause. Oui, cette fois-ci, je crois que ce n'est pas le seul maillon de la chaîne qui est affecté par les pillages et l'impunité financière. Des gens... Non seulement des gens ne traînent pas seulement des casseroles, mais toute une cuisine derrière. Mais ils sont toujours là. Elle doit faire beaucoup de bruit alors. Oui, vraiment. Et chacun s'adule dans ce méli-mélo-là, ils s'adulent ensemble. Je crois qu'il faut faire une enquête pour que ces gens-là soient mis dans un lieu sûr. Parce que mais le travail du cabinet est déjà excellent. Hein? Le cabinet a aussi fait des ratés. Pourquoi, dans quel sens? Moi, j'ai félicité la dame parce que d'abord, elle est togolaise. Ce n'est pas évident. Hein. De dire sa vérité. Oui, c'est-à-dire que vous rappelez d'un rapport de la CNDH qu'on nous dit qui a été d'abord consulté par le gouvernement d'abord, avant. En cela, je la félicite. Même si je sais qu'il y a des choses qui ont été habillées, qui seraient habillées dans ce sens-là, au moins, ce cabinet a eu le courage de sortir qu'il y a des gens qui ont volé. Maintenant qu'on nous sorte le nom de ceux qui ont volé, point. C'est mon commentaire. Rapidement, Joseph. Non, je suis abasourdi. C'est regrettable total pour mon pays. Et qu'on en arrive là, je constate tout simplement que c'est... Parce qu'on a cotisé. Non, je constate tout simplement que c'est l'impunité économique. Voilà. Tout simplement qui est là. C'est votre domaine. Et je pense que le président de la République, Fonia Sigbe, ne doit pas quand même laisser passer, au moins pour une énième fois. Il laisse passer. C'est ce qui s'est passé. C'est ça. Et je profite de l'occasion aussi pour interpeller la justice. Voilà, effectivement. Vous savez, la justice aujourd'hui doit montrer la meilleure voie et redonner confiance aux Togolais. On ne sait pas pourquoi. Tout ce monde-là, qui faisait partie du comité d'organisation, on les connaît tous. Mais pourquoi ne pas les prendre tous d'abord? On les case quelque part pour que chacun arrive à dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez, avec Ouattara, ça s'est passé à Côte d'Ivoire avec Ouattara. Ouattara a enfermé les gens et les gens ont remboursé et après on les a libérés. Au Cameroun. Ça s'est passé. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, voilà. Même si le chef d'État se rend compte que même dans sa chambre, qu'il y a des gens, qu'on puisse enfermer les gens. Voilà. Ça va de son avantage. Je pense que ça va aussi. Joseph nous donne raison. Ça va aussi la ligne. de la crédibilité de ce gouvernement. Parce qu'on ne peut plus le faire. 600 millions. Vous savez, la fois dernière, j'écoutais une dame française qui est arrivée au Togo avec des matériels, mais qui a besoin seulement de 95 millions pour construire quoi? La salle d'opération pédiatrique.
au chasseur civil Olympio. Malheureusement, 95 millions. Elle est obligée d'aller sur les médias pour demander l'argent. Alors qu'il y a 600 millions. Non, je pense que le chef d'État lui a fait. Voilà, effectivement. Je vais proposer d'avancer dans les échanges. On va s'intéresser cette fois-ci à ce vote. Il a eu lieu il y a quelques jours seulement, c'est-à-dire le vote du Togo en faveur de l'instauration d'une ambassade américaine à Jérusalem. Vous savez que la tension est quand même vive entre Israéliens et Palestiniens. Ambroise? Oui, d'abord, c'est 9 pays qui ont voté contre. Il semble que le Togo est le seul pays africain à avoir voté. Voilà. Je sais que le Ghana et la Tanzanie seraient dans les pays qui se sont abstenus, mais voilà. qui avaient déclaré au départ que si éventuellement l'ambassade se déplaçait au niveau de Jérusalem, eux aussi ils vont le faire. Voilà. C'est pour dire que c'est une question purement politique avant d'être idéologique. Là, c'est deux camps. Religieusement, il y a une idéologie qui est là. Voilà. Et ensuite, mais je félicite le Togo pour avoir fait ça. C'est personnel. Pourquoi? Ça, là, je félicite le gouvernement. Parce que vous savez quoi? Nous sommes sur un un terrain... Vous n'avez pas l'habitude de le faire. Non, moi, je suis objectif avec moi-même. Je suis tranché là-dessus. J'applaudis même le gouvernement. Voilà. N'en déplaise à ceux qui... Je suis d'accord. Je suis d'accord pour qu'on ait 2 États. Palestine et Israël. Mais avec capitale pour Israël, le Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le lieu où Salomon a construit son temple. Jérusalem, c'est pratiquement la zone dans laquelle Jésus est né. Moi, je suis chrétien. C'est pas parce que je suis chrétien, mais je dis qu'il y a une fondation spirituelle et religieuse qui consacre la ville de Jérusalem. Mais avec je suis d'accord. On voit la tension, que c'est le regain des tensions en Cisjordanie. Non, les histoires de tension là. Voilà, vous savez, cette décision de Trump a été actée depuis 1995. Voilà. Par le Congrès américain. Mais, 3 chefs d'État... Trump n'a pas mis de l'huile sur le feu. Non, c'est le Congrès qui décide aux États-Unis. Voilà. Nous sommes dans un régime présidentiel, mais il y a un contrôle du Congrès. Et quand vous restez dans un régime présidentiel de ce genre, ça veut dire que le président se lève un beau matin pour faire ce qu'il veut. En le faisant, par exemple, l'Obamacare serait déjà aboli. C'est pour vous dire... l'impression qu'il fait ce qu'il veut, parce qu'il y a beaucoup de personnes il faut un fou pour réaliser des rêves. Et Donald Trump est en train de réaliser le rêve de certains pays. Voilà. Bush, qui est un conservateur de la droite, n'a pas pu prendre cette décision. Obama ne le fera jamais. Encore moins Bill Clinton. Mais qui peut le faire? D'abord, le monsieur est un ultra-conservateur, qui est adulé par les milieux religieux et les lobbies juifs qui sont là-bas aux États-Unis. C'est lui seul qui peut le faire. Je dis, j'applaudis le Togo parce que le Togo, d'abord, est un ami d'Israël. Le Togo devait organiser un sommet qui ne s'est pas tenu. Ça, c'est un. De 2... Mais beaucoup ne voulaient pas de ce sommet au Togo. Ça, bon, c'est vrai. Peut-être... Moi, j'avais voulu de ce même si je critique le gouvernement, je vous dis qu'il y a un moment donné, j'adule ce gouvernement parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Et j'applaudis le gouvernement pour avoir voté. Même si c'est le seul pays africain, je le dis honnêtement. Le gouvernement peut avoir ses intérêts. Pour vous dire que nous choisissons un camp politique pour aller sur un terrain idéologique. Est-ce que cela ne va pas peut-être nous attirer des fautes, par exemple? La faute peut venir. Des communautés salafistes. Ça dit qu'il ne faut pas voiler la face. Des fois, il y a des actions hypocrites que les gens font qui ne les avantagent pas. Quand on prend le Sénégal, c'est tellement à voter pour. Mais les représailles vont tomber. Voilà. Parce que le Sénégal ne s'est jamais prononcé publiquement quand la chose s'est produite. Parce qu'il y a un accord entre le Sénégal et l'Israël. L'Égypte même qui a envoyé la résolution. Il y a un accord de paix, même le Liban. Donc aujourd'hui, je dis que je félicite le gouvernement togolais pour l'avoir fait parce qu'au moins, pour une fois, ils ont été tranchés sur la question. Eux, ils ont pris une position. Ça, c'est une première. Ambroise félicite le gouvernement. Non, c'est pas une première. Je suis désolé. Quand la personne fait bien, il faut le dire. J'applaudis le ministre des Affaires étrangères et même Fon Nassimbe pour ça. Il faut qu'on soit clair. Les gens ont peur de prendre position. Et Donald Trump est clair. Vous allez voir ce qui va se passer dans le jour. Non, là, j'emboîte le pas d'Ambroise pour dire félicitations au gouvernement et à Fon Nassimbe et à son... Et ce soit sa diplomatie qui a beaucoup joué. Vous savez que le Togo aussi a été le premier pays à reconnaître aussi l'indépendance de moi, c'est un point de vue, c'est mon point de vue. Le Togo a toujours été l'ami fidèle d'Israël. C'est un problème depuis... Et puis n'oublions pas que la prophétie un jour va se réaliser. C'est-à-dire que Jérusalem, Jésus même l'avait dit, qu'il a pleuré pour Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas eu à entendre. Il a tué plutôt les prophètes. Mais un jour viendra, il serait détruit, tout ça. Mais un jour, la Bible serait encore reconstituée. Donc nous avons des prophètes également sur ce plateau, alors. Amen. Les prophètes. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. C'est vrai que, Joseph, s'il te plaît, c'est vrai que il peut y avoir des intentions. Les gens, moi je suis journaliste, en analysant, il peut y avoir des intentions cachées parce que en faisant cela,
on s'achète la protection d'Israël, même contre son peuple. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ma position sur la question, c'est une position de quelqu'un qui n'est pas forcément pro-israélien, mais qui se dit que mais quand il y a une prophétie, laissez la prophétie sur son cours. Voilà. Tout le monde ne croit pas quand même à votre prophétie. Oui, je suis désolé. Ils vont subir la prophétie. Tout le monde ne croit pas à votre prophétie. Ils vont la subir. Voilà, effectivement. Donc le Togo a bien fait de prendre sa position. Comme il dit, la prophétie se conduit pas de fous aussi. Aujourd'hui, quand on parle de fous, c'est vrai. Tu sais, avec d'autres, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le monde. On le veut ou pas. Négativement. Et puis bon, juste pour revenir, pour dire de façon diplomatique, vous savez que quand on parle en matière de cybercriminalité, en matière de renseignement, voilà. Vous savez que l'Israël informe beaucoup le Togo. Et le Togo, la plupart des élites des services de renseignement ont été formées en Israël. Donc, il y a toujours ce lien entre le Togo et l'Israël. Donc, c'est à cause des intérêts que le Togo l'a fait? Je parle de la diplomatie. Dans la diplomatie, il y a toujours... Non, ça, on ne va pas l'écarter. Et puis n'oublions pas, quand le chef d'État, des fois, dans ses interventions, il parle des salafistes, des djihadistes, ça dit que le chef d'État a des informations. Des informations très bien, sachant très bien qu'il y a quelque chose qui existe comme ça. Est-ce que c'est vrai? Et n'oublie pas que... Est-ce qu'on n'a pas appuyé juste parce qu'il y a la crise? N'oublie pas que le Togo aussi fait partie d'une cellule anti-islamique, parce que même avec l'Arabie Saoudite, tout ça là, qui sont contre avec tout ce qui est djihadiste. Voilà, je vais terminer. Rapidement. Vous pensez que si je ne même pas fini, il n'a pas fini. Il me l'a toujours fait. Non. Vous pensez que si le Togo, probablement, n'avait pas d'intérêt, il ne va pas s'acheter les services de cela. Moi, ce n'est pas cette question qui m'intéresse. Ce qui est essentiel, c'est que, au-delà de l'apport que les services secrets israéliens peuvent apporter à la protection du Togo et de son président, il faudrait que le président lui-même comprenne que le Togo ne va pas vivre en autarcie. Organiser un dialogue avec un regard extérieur et sortir le Togo définitivement de la crise. Accepter que la constitution de 14 revienne à son état initial. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ce qui m'a encore touché, c'est que les États-Unis ont menacé l'ONU pour dire mais attention, pour votre budget, nous avons participé déjà cette année à 250 milliards de dollars. Mais comment se fait-ce que nous avons un dossier, vous voulez vous voter contre? Ça aussi, ce n'est pas bien. Et puis n'oubliez pas ce que le représentant des États-Unis a dit. Il dit, mais l'année prochaine, quand le côté budget sera encore arrivé, pensez que nous sommes là. Et n'oubliez pas que dès à présent, nous allons prendre l'argent des Américains pour les Américains. Alors, n'oubliez pas que ça, juste pour... Je me pose la question de savoir, est-ce que les États-Unis menacent l'ONU de sortir de l'ONU? Ils peuvent le faire. Ils l'ont fait avec l'UNESCO. Tout ça avec l'UNESCO, ça a été fait et ça a été appuyé par Israël. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris que dans les jours à venir, quelque chose puisse bouger sur le plan international. Alors, le Togo est un petit pays, fait d'eau maintenant aux États-Unis. Mais alors, comprendre qui veut comprendre. Voilà, merci à vous, Joseph Gada, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Économie et Développement. Merci également à vous, Ambroise Débat, pour